La reine Victoria règne sur le Royaume-Uni pendant près de 64 ans, soit entre 1837 et 1901. Au cours de cette période, elle est témoin de grandes avancées technologiques, scientifiques et médicales. Elle assiste à l'avènement de la démocratie de masse et à l'essor de grands mouvements de réforme sociale. Et elle voit les grandes puissances européennes étendre leurs empires coloniaux à travers le globe. À la fin de sa vie, Victoria gouverne elle-même sur près d'un quart de la population mondiale. L'Empire britannique en est un, dit-on alors, sur lequel le soleil ne se couche jamais. Mais malgré toutes les promesses de l'ère dite victorienne, le 19e siècle est aussi celui de nombreuses révolutions politiques qui secouent toute l'Europe et qui font tomber plusieurs têtes couronnées. Envers et contre tous, pourtant, la reine Victoria et la monarchie britannique qu'elle incarne tiennent bon. Très souvent représentée dans la culture populaire, la reine Victoria est souvent perçue comme une jeune femme innocente, une amoureuse passionnée ou encore une veuve corpulente et recluse. Malgré tout ce qu'on croit savoir d'elle, de ses amours et de son règne, on connaît toutefois bien mal Victoria, la souveraine. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on parle de la reine Victoria et on retrace l'impact de son règne sur la monarchie britannique. Au début du 19e siècle, la monarchie britannique est au bord de la crise. Le roi George III, au pouvoir depuis 1760, laisse paraître des signes d'instabilité mentale et est jugé inapte à régner vers 1810. C'est son fils, le prince de Galles, qui assure alors la régence. Ce dernier ne brille ni par sa compétence ni par son caractère. On lui connaît surtout des mœurs légères et une tendance aux excès en tout genre. Il fait même construire un palais sur le modèle du Taj Mahal dans la petite ville de Brighton. L'apparente inaptitude de la monarchie est empirée par l'absence d'une succession digne de ce nom. Bien qu'il cumule plus de 50 enfants nés hors mariage, le prince de Galles et ses frères, mais aussi ses sœurs, n'ont aucun héritier légitime toujours vivant. La seule exception, dernier espoir de la maison Hanovre, est la princesse Charlotte, fille du régent. Lorsque cette dernière tombe enceinte en 1817, il semble que la couronne soit sauvée, mais malheur, la pauvre décède en couche et son enfant ne lui survit pas. Les décès de Charlotte et de l'héritier à venir de la couronne créent une onde de choc dans la famille royale et à travers la nation. La dynastie semble au bord du gouffre et plusieurs craignent la guerre civile, voire la révolution. Pour éviter le pire et malgré leur âge avancé, la cadette a déjà la quarantaine, les princes et princesses, toujours célibataires, se lancent dans une improbable course au mariage. Finalement, c'est le quatrième fils de George III, Edward, duc de Kent, qui remporte la mise, si je puis dire. Ce dernier épouse une jeune princesse allemande et, 9 mois plus tard, en mai 1819, la petite Alexandrina Victoria de Saxe-Cobourg, dernière représentante de la maison de Hanovre, devient la nouvelle héritière de la couronne britannique. Dès sa naissance, Victoria est donc destinée au trône. Sa mère, la duchesse de Kent, entend bien tirer profit de la situation, est hautement publicisée et fait même l'objet d'un tableau officiel au musée populaire de Madame Tussaud. Victoria devient donc reine en 1837. Pour la première fois de sa vie, elle goûte à un peu d'indépendance. Elle en profite pour se distancier de sa mère et de Conroy et pour se rapprocher du premier ministre en poste, le Whig Lord Melbourne, avec qui elle développe une relation quasi filiale. La jeune reine se dévoue à ses tâches de souveraine, mais commet quelques impairs. 2 ans après son accession au trône, elle fait face à une première controverse, lorsque les Whigs, menés par Lord Melbourne, sont défaits par les Tories de Sir Robert Peel aux élections générales. Selon la tradition, la reine doit alors demander à Peel de former un gouvernement. Ce dernier accepte, mais sous condition que la reine congédie certaines de ses dames de compagnie Whigs. Victoria, qui voit dans la requête une tentative de manipulation, refuse d'obtempérer et Melbourne reprend à contre-cœur son rôle de premier ministre. Ce qu'on appellera le Bedchamber Crisis en 1839 provoque une crise politique qui fait mal paraître la jeune reine et qui soulève des questions quant à sa capacité, comme femme, d'assumer seule les responsabilités royales.
En effet, Victoria devient reine vers le milieu du 19e siècle, alors que l'idéologie des sphères séparées qui associe la femme à la sphère domestique et l'homme à la sphère publique se solidifie considérablement. Or, la jeune reine se trouve dans une position unique. Elle exerce un pouvoir traditionnellement masculin, mais comme elle est une femme, on attend d'elle qu'elle se marie au plus vite et qu'elle produise des héritiers à la couronne. Victoria n'est d'abord pas emballée par la perspective de fonder une famille. Elle craint, à juste titre d'ailleurs, de perdre de son autonomie en se mariant et en devenant mère. Elle prend toutefois son devoir au sérieux et à contre-cœur, elle accepte de considérer quelques prétendants. Elle s'éprend particulièrement de son cousin allemand, Albert de Saxe-Cobourg et Gotha, qui retourne ses affections. C'était le 19e siècle. On ne connaissait pas encore les effets néfastes de la consanguinité. Ouais. Le jeune couple se fiance sans tarder à l'automne 1839 et se marie en février 1840. À en juger les journaux et la correspondance de la jeune reine, les époux sont certainement très heureux. N'empêche, Victoria et Albert se livrent dès le début de leur mariage à une lutte de pouvoir tant au sein de leur ménage qu'au sein de la monarchie. Victoria, contre toute attente, n'entend pas céder un iota de ses fonctions royales, et ce, même à son mari. Albert, de son côté, respecte Victoria, mais en bonhomme de son époque, il croit néanmoins fermement que les femmes ne devraient pas exercer le pouvoir sans le conseil d'un homme. La dynamique du couple change considérablement lorsque Victoria tombe enceinte. Entre 1840 et 1857, la reine porte 9 enfants. Ces grossesses sont difficiles tant sur les plans physiques que psychologiques. Surtout, elle la force à partager et même à déléguer plusieurs de ses responsabilités royales avec Albert, qui devient, à toute fin pratique, son secrétaire particulier. Et Albert, qui a de grandes ambitions politiques, en profite pour s'arroger de plus en plus de pouvoir et pour mousser ses nombreux projets. Il se montre par ailleurs fin politique. Alors que Victoria est ouvertement Whig, Albert croit que la couronne doit se montrer apolitique et travailler avec tous les partis. À la fois réformiste et idéaliste, Albert comprend surtout que dans le contexte politique et social hautement chargé du 19e siècle, alors que les têtes couronnées sont menacées par des mouvements révolutionnaires partout sur le continent, la monarchie britannique doit se distancier de la haute aristocratie et se rapprocher plutôt de la classe moyenne qui exerce une influence d'exposition qui se tient dans Hyde Park et qui met de l'avant les avancées industrielles, commerciales et artistiques de l'époque. Toute cette activité a toutefois un prix, la santé d'Albert, toujours fragile. Après une balade sous la pluie avec son fils aîné, il tombe gravement malade et décède en 1861, à l'âge de 42 ans. L'ère albertine vient de se terminer. L'ère victorienne commence vraiment. L'image la plus commune de la reine Victoria est sans doute celle d'une petite femme endeuillée, sévère, récluse, toute de noir vêtue. Et en effet, la reine prendra beaucoup de temps pour se remettre de la perte d'Albert. Elle décrète 2 ans de deuil complet pour la famille royale, suivi d'une période de demi-deuil. Elle fait aussi mouler les mains de son défunt mari et fait ériger des monuments et peindre des portraits en son honneur. Elle fait même sortir ses vêtements et ses instruments de rasage à chaque matin. Et à chaque année, à l'anniversaire de sa mort, elle réunit toute sa famille pour souligner l'événement. Endeuillée, Victoria se retire effectivement de l'espace public. Elle se réfugie la plupart du temps à Osborne House ou dans les Highlands, en compagnie d'une poignée de serviteurs et de ses enfants. C'est aussi pendant cette période qu'elle se lie d'amitié avec le Highlander John Brown. De plusieurs années son cadet, ce dernier devient le confident de la reine et peut-être même son plus proche ami. Malgré son isolement, on aurait toutefois tort de croire que la Terre cesse de tourner ou que Victoria abandonne complètement ses responsabilités. Au contraire, la reine continue son travail avec sérieux et discipline. Elle s'occupe de ses correspondances officielles, rencontre ses ministres, donne son opinion et offre ses conseils lorsqu'il le faut. Cette phase dans l'exercice du pouvoir ne dure pas non plus jusqu'à la fin du règne de Victoria. La reine vit de façon récluse pendant environ une décennie. Elle quitte son isolement en 1872.
Son fils aîné, Albert Jr., dit Bertie, se remet alors d'une grave attaque de la fièvre typhoïde. Les Britanniques suivent l'affaire avec grand intérêt et sympathisent avec la famille royale. Le premier ministre libéral, William Gladstone, que Victoria n'aime pas beaucoup d'ailleurs, la convainc néanmoins de tenir un jour d'action de grâce pour souligner la guérison du jeune prince de Galles. L'événement marque le retour de la reine Victoria à la vie publique, mais annonce également un regain de popularité de la monarchie. Le timing est judicieux. La décennie suivant le décès de Albert correspond à une période particulièrement creuse pour la monarchie britannique en termes de popularité, alors que des groupes ouvertement républicains se multiplient et que le socialisme gagne du terrain. Les témoignages de l'époque montrent en fait que même dans les pires heures du règne de Victoria, les Britanniques ne sont pas vraiment anti-monarchistes. Seulement, ils veulent voir leur reine. Ils estiment que c'est leur droit. Ce succès atteste peut-être du succès de la stratégie de charme d'Albert. À partir des années 1870, c'est une Victoria mature qui règne sur le Royaume-Uni. Le premier ministre Tory, Benjamin Disraeli, élu en 1874, lui accorde de plus le titre d'impératrice d'Inde en 1876, distinction qu'elle convoite par ailleurs ouvertement depuis l'abolition de la Compagnie des Indes orientales quelques 20 ans plus tôt. Victoria prend ses nouvelles fonctions très au sérieux. Après tout, elles s'inscrivent dans sa vision très conservatrice de la gouvernance impériale dont les piliers sont la monarchie, l'Église et l'Empire. Vers la fin du 19e siècle, la monarchie britannique est donc véritablement impériale. Elle accompagne un impérialisme renouvelé et flamboyant et qui diffère, à bien des égards, de ce qui existait auparavant. Ce nouvel impérialisme s'exprime moins par une présence directement marquée que par une influence indirecte des Britanniques dans les colonies. Londres exerce de plus en plus le pouvoir par le biais des élites coloniales et à l'aide de symboles forts, comme les monuments érigés en l'honneur de Victoria et d'Albert, par exemple, ou comme les dizaines de décorations et d'honneurs qui sont distribués à travers les colonies. Surtout, l'Empire de la fin du 19e siècle en est un de grands pageants, comme on dit. Ces démonstrations sans précédent qui permettent aux sujets britanniques de toute origine non seulement d'assister aux rituels de la monarchie, mais également d'y participer activement. L'impérialisme conquérant et anticipe la guerre mondiale qui viendra finalement à bout de l'ordre mondial victorien. Bien sûr, Victoria elle-même ne verra pas cette guerre. La reine vieillissante s'éteint en 1901, à l'âge vénérable de 81 ans. Son fils aîné prend la couronne sous le nom d'Édouard VII. C'est ainsi que se termine le 19e siècle et l'ère victorienne et s'ouvre le 20e siècle de l'ère édouardienne. Quel regard peut-on jeter sur le règne de Victoria? Son héritage est sans doute majeur, tant pour la Grande-Bretagne que pour l'Europe. En effet, au moment de sa mort, Victoria est devenue la grand-mère de l'Europe. Ses enfants et petits-enfants sont dispersés dans presque toutes les cours du continent. On le voit bien dans les photos d'époque, ses descendants qui incluent le roi George V, le Kaiser William II et le tsar Nicolas II se ressemblent tous. En accord avec la vision d'Albert, Victoria a donc réussi à assurer la survie de sa dynastie à l'échelle européenne et surtout à préserver l'institution monarchique en Grande-Bretagne et à travers l'Empire. Et elle l'a fait au moyen d'une série d'adaptations successives, d'abord en prenant les traits d'une jeune reine dévouée et moralement irréprochable, puis avec Albert, en façonnant la nouvelle institution de la famille royale, qui plaît particulièrement à la classe moyenne. Enfin, dans son vieil âge et malgré une décennie de quasi-absence, elle s'est transformée en matriarche stoïque et dévouée à la nation qui fait miroiter les richesses de l'Empire et les accomplissements des Britanniques à la face du monde. Au cours des quelques 60 ans de règne, la monarchie britannique a donc progressé d'un pouvoir réel, mais le plus souvent détesté, à une influence indirecte